J'ai accepté. Et il était déjà à l'intérieur de ma vie. Ces mots peuvent sembler brutaux si on les lit à la lettre. Pour moi, ils ont été une porte ouverte sur une longue nuit. Avant de continuer, un avertissement. Ce récit évoque des violences subies pendant l'enfance. Si vous êtes concerné, sachez que des ressources et des numéros d'aide sont indiqués dans la description. Ce que vous allez entendre est mon histoire. Et elle commence comme tant d'autres, avec des odeurs, des gestes et une maison qui semblait sûre. Je m'appelle Rosa. J'ai 52 ans aujourd'hui. Quand je raconte ces choses, je parle à la fois de la petite fille que j'étais et de la femme que je suis devenue, deux présences étonnamment liées, souvent en colère, parfois apaisées, jamais complètement séparées. J'écris d'abord pour poser un nom sur des années où, pendant longtemps, je n'en avais presque pas. J'écris aussi pour quiconque se reconnaîtra, pour que vous sachiez que la parole peut revenir, même après les silences les plus lourds. J'ai grandi dans un village qui tenait tout entier entre le verger et la gare. L'hiver, l'air avait l'odeur de bois froid et de terre mouillée. L'été, c'était la chaleur de la poussière et le parfum des mangues. Ma mère cousait pour les voisins une machine à pédales qui chantait dans la cuisine pendant que nous mangions. Parfois, elle me posait sur sa chaise juste à côté d'elle et me laissait tenir les échantillons de tissu, soieries usées, bouts de toile, morceaux qui sentaient encore la lessive. Mon père partait tôt le matin pêcher. Il revenait avec des poches pleines de poissons et un sourire un peu timide, comme s'il n'était pas totalement habitué au bonheur de la routine. Nous n'étions pas riches, mais il y avait de la chaleur. Il y avait des dimanches où la famille venait et la table débordait. Il y avait des rires, puis ma mère est tombée malade. Les mots qu'on nous a donnés alors étaient lents, prononcés par des médecins au regard fatigable et par des voisins qui essayaient de contenir l'inquiétude avec des gestes pratiques. Du riz, une soupe, un médicament envoyé de la pharmacie du coin. Elle est partie en quelques mois. Je me souviens encore du tissu sur lequel elle avait posé sa main la dernière fois que j'ai dormi près d'elle. Il tremblait à peine, mais sa main était plus froide. Après l'enterrement, la maison a paru plus vaste et plus vide que jamais. La machine à coudre avait cessé de chanter. Mon père, qui avait toujours eu le pas droit et le regard tranquille, s'est retiré dans un silence épais. Je n'avais que 10 ou 11 ans. Quand une famille n'a plus la pièce la plus importante, on finit parfois par découper la maison en parts que d'autres acceptent. Ma tante Valdirène, la sœur de ma mère, m'a dit qu'elle s'occuperait de moi. Elle vivait dans une maison avec un linge repassé et une pendule toujours à l'heure. L'ordre était sa façon d'exister. « Tu seras plus en sécurité ici », m'a-t-elle répété comme une prière répétée pour me convaincre et se convaincre. Mon père a fini par accepter. Il venait le week-end, restrictions et promesses collées au bras, comme si cette séparation pouvait réparer quelque chose. J'ai pris mes petites valises. J'ai fermé la porte de la maison où j'avais grandi et à l'intérieur, le silence a fait un pas de plus. La maison de tante Valdirène avait des règles. Le ménage était une religion, les horloges imposaient des rituels. Il fallait rentrer avant le crépuscule, saluer proprement, ne pas toucher aux choses marquées privées. Elle priait fort le soir et refusait les questions. On mangeait à heure fixe et on parlait peu. Les premiers mois, j'ai cru que ce serait seulement des changements de décor, un lit différent, des voisins différents. Mais l'ordre de la maison s'est avéré n'être que la surface d'un monde où ma voix comptait moins. Il y avait des présences qui semblaient inoffensives. L'oncle Giulio, qui fumait à la porte et racontait des blagues qu'on m'interdisait de comprendre. Les voisins qui me donnaient des biscuits, et il y avait Marcello. Il avait quelques années de plus que moi, un sourire qui savait retenir la lumière et une façon d'apparaître dans les coins de la maison comme si l'espace m'appartenait déjà. Personne ne disait mot. Il se montrait attentionné, puis insistant, comme si la proximité était une propriété qu'il pouvait réclamer. Au début, c'était des choses minces. Un bras posé un peu trop longtemps, une main qui accidentellement effleurait le dos. J'ai appris à reculer à voix basse, à me dire que j'étais bête d'être gênée. J'ai appris aussi à cacher mes réactions derrière des tâches ménagères, à tenir la vaisselle entre mes doigts pour ne pas trembler. À 10 ou 11 ans, on n'a pas les mots pour nommer ces choses avec précision. On a seulement la certitude viscérale que quelque chose de précieux est en train de se briser. J'ai commencé à compter les nuits, comme s'il suffisait de les additionner pour rendre le chagrin gérable. J'ai inventé des raisons pour les absences de mon père, pour l'excuse des regards de Marcello. Il m'aime comme une cousine, me suis-je dit. Et puis, très vite, j'ai compris que ce n'était pas de l'amour. C'était du pouvoir qui se cachait derrière une familiarité feinte. Ce que je n'oublierai jamais, ce sont les petites stratégies qui prennent racine pour survivre. J'apprenais à vouloir disparaître sans vraiment comprendre comment on disparaît. Je répondais moins au téléphone,
Je me levais avant que les autres ne se réveillent pour éviter leur voix. Je cachais mes livres pour ne pas attirer l'attention sur ce que j'apprenais. L'école, qui avait été un monde plein d'odeurs de craie et de camarades, est devenue un endroit où je devais jouer la normalité. Mes notes ont commencé à vaciller. Mon professeur, Augusto, m'a regardé avec une insistance qui cherchait à percer la coque de mon apparente indifférence. Il écrivait des remarques dans mon cahier. « Rosa, tu peux mieux faire !» J'essayais, je souriais. Les sourires me semblaient frauduleux, mais je les cultivais comme des outils. La honte a été un couvert plus étouffant que les couvertures fines des nuits d'hiver. Elle a pris la forme d'un bourdonnement constant. J'avais peur du regard des autres, je craignais d'être responsable. Si j'avais été plus prudente, si j'avais su dire non, si j'avais su courir. Ces pensées tournaient en boucle. Parfois, pour calmer la tempête intérieure, je me faisais mal. Ce n'était pas pour attirer l'attention, c'était pour sentir quelque chose de différent. La douleur physique était un repère clair, plus gérable que la confusion d'un contact qui dépassait toujours mes frontières. J'ai découvert, beaucoup plus tard, que d'autres enfants trouvaient les mêmes échappatoires. À l'époque, j'étais convaincue d'être seule au monde. Il y avait des moments où je pensais parler. Je me préparais mentalement. Je formulais des phrases qui semblaient nettes et justes. « Monsieur, il m'a touché. Il a franchi mes limites. Je veux rentrer chez mon père. » Et presque à chaque fois, un mur invisible me renvoyait au silence. Tante Valdirène savait manier la culpabilité comme une trame. « Tu dois être reconnaissante. Tu nous dois bien ça. Ta mère aurait voulu que tu restes. » Ces phrases, répétées comme des prières, m'enfonçaient davantage dans l'isolement. On me disait aussi que les gens de la ville chuchoteraient, que nous perdrions l'honneur. J'ai appris à mesurer la portée d'une vérité selon le poids d'un déshonneur. Les intimidations n'étaient pas toujours des cris. Elles pouvaient être des regards, des menaces murmurées dans des coins sombres. « Si tu dis quoi que ce soit, je te ferai regretter », entendais-je parfois, petite voix qui me figeait. Marcelo savait où me faire peur. C'était dans les blessures invisibles, celles que l'on porte comme une plaque sous la peau. Il m'expliquait que personne ne me croirait, qu'une fille abandonnée ne valait pas la peine d'être crue. Il utilisait la pauvreté de ma situation comme une courroie de contraintes. Il savait manier la logique des familles blessées. L'isolement a fini par m'enseigner à mentir à propos de moi-même. À l'école, je faisais semblant d'avoir des copines. Je notais des sorties imaginaires dans mon agenda. Mon cœur, lui, battait comme une cloche ébréchée. On l'entendait mal, et parfois pas du tout. Je me souviens d'une journée où j'ai refusé une sortie avec des camarades. C'était l'excuse facile. Je suis trop fatiguée, et personne n'a cherché à aller plus loin. Ils n'avaient pas les outils pour voir. Ils n'avaient pas la clé. Plus le temps passait, plus Marcelo cherchait à s'assurer que je ne dirais rien. Il me promettait des choses, me menaçait d'autres. Et il n'était jamais seul dans ses stratégies. Il connaissait les rouages. Une fois, après une énième nuit où j'avais réussi à garder un semblant de calme, on m'a rappelé gentiment que sans la maison de tante, je n'aurais peut-être pas d'autre toit. Ces rappels, souvent déguisés en conseils, faisaient office d'encre. J'ai appris à peser chaque mot, à être prudente. À l'intérieur, je comptais encore les jours comme si leur somme pouvait me sauver. Il y a des petits gestes qui ont retenu mon humanité, même dans ces années sombres. Une voisine, appelée Donna Aparecida, me laissait des tartines supplémentaires en me disant seulement « Tiens ma fille, prends-en une de plus ». Une bibliothécaire me glissait des romans d'aventure et je m'accrochais à ses récits comme à des bouées. Le professeur Augusto, parfois, restait après la classe et me posait des questions banales sur ma santé, sur mon sommeil. Il ne me pressait pas. Il plaçait des petites pierres, comme un chemin subtil, avec l'espoir que je le suivrais un jour. Ces relais sont importants à raconter, car la violence ne naît pas dans le vide. Elle se loge aussi dans les omissions. Et les soutiens, même timides, peuvent devenir des points de fuite. La honte, la peur, la stratégie du silence. Tout a fini par être visible au dehors sans que les gens sachent la cause. J'ai commencé à sécher les cours. Mes mains tremblaient davantage. Mes vêtements semblaient devenir trop larges ou trop petits selon l'humeur du jour. Quelquefois, j'oubliais de me laver les cheveux. Les enfants observent, les voisins commentent, et on se retrouve enfermé dans des étiquettes. La fille triste, celle qui a perdu sa mère. Les étiquettes collent comme de la colle. Elles enferment. J'entendais des voix de l'église murmurant des prières, des gens disant que tout finira par passer. Pourtant, rien ne passait. Au contraire, ça s'installait. Un soir, après une reprise de violence émotionnelle, un mot trop fort, un geste qui signifiait des jours de terreur. J'ai quitté la maison pour marcher. Je ne savais où aller. Mon corps se souvenait encore de la route vers la gare, du coin où deux manguiers faisaient de l'ombre.
Je me suis assise là, sous les branches, et j'ai laissé le monde continuer sans moi. Les étoiles étaient honnêtes ce soir-là. Elles ne me regardaient pas différemment. Je me suis dit que si quelqu'un m'avait trouvée, peut-être que ma parole aurait enfin une maison. J'ai pensé à mon père, au fil qui nous restait. J'avais envie de lui crier que j'avais besoin. Mais la voix restait coincée. À la place, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais osé poster. Quelques semaines plus tard, la tension s'est accentuée encore. Marcelo a commencé à me parler d'endroits où aller seul, à encourager une confiance contraire. Il souriait quand personne ne regardait. Les gestes se sont faits plus fréquents. Mon esprit d'enfant s'est mis à calculer des échappatoires minces, des minutes volées dans les toilettes, des prétextes pour aller à l'épicerie. J'ai appris à m'occuper le plus possible. L'occupation était un rempart. Si je restais active, peut-être que je pourrais ignorer l'intérieur qui me menaçait. À l'école, le professeur Augusto m'a abordé un après-midi avec une douceur que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Il m'a posé des questions sur mes parents, sur mes projets. Je voulais lui dire, mais les mots revenaient à la gorge. Au lieu de cela, j'ai laissé tomber une phrase vague. « Je suis fatiguée, monsieur. » Il a noté quelque chose et, quelques jours plus tard, il m'a demandé de rester après la classe. Ses gestes étaient prudents. Il ne posait pas de questions offensantes. Il a plutôt raconté une histoire d'un autre village où une fille avait été aidée par des adultes. « Il y a des gens qui peuvent t'écouter, » m'a-t-il dit. Ces mots ont fait naître un genre d'électricité lente derrière mes tempes. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une fissure dans mon silence qui pouvait devenir un passage. Je veux que vous entendiez clairement ceci. J'avais 11 ans. Je n'étais pas en mesure de négocier des protections juridiques, ni de faire valoir des droits comme on le demanderait à un adulte. À cet âge, on dépend des décisions des autres, et quand les adultes autour de soi ont des intérêts contraires, l'enfant s'efface. C'est pourquoi la responsabilité est toujours de la part de ceux qui ont le pouvoir, les adultes. Jamais de l'enfant. Un soir, alors que la maison semblait plus étouffante que d'habitude, j'ai reçu ce que je croyais être la dernière menace pour mon silence. Marcelo a dit des choses qui ont éloigné ma respiration. Je me suis réfugiée dans la cuisine, j'ai pris un couteau de beurre et je l'ai serré sans savoir si je voulais couper du pain ou quelque chose en moi. À ce moment-là, quelque chose a basculé. Je n'avais plus la force de supporter l'évidence que cela durerait encore des années. Une partie de moi a décidé qu'il fallait que quelqu'un sache. Mais qui ? Ma voix était devenue frêle, presque étrangère. C'était comme si elle avait été mise à démission pour ne pas déranger. L'école a été le filtre qui a rendu possible le premier mouvement vers l'extérieur. Le professeur Augusto n'était pas un héros spectaculaire. Il était un homme attentif, parfois maladroit, mais constant. Un après-midi, après m'avoir observé longtemps, il a demandé à parler à la directrice. Ce petit geste, presque mécanique à ses yeux, était pourtant énorme pour moi. Il a appelé une personne de plus dans l'espace où je vivais. Je ne savais pas encore que ces chaînes allaient mener à un bureau où une femme s'appelle Sandra. Avant l'arrivée de Sandra, il y a eu des nuits où j'ai cru que le silence défendait quelque chose de sacré, et d'autres où je me suis sentie comme un vase fissuré qu'on évitait de toucher de peur de le briser plus. J'ai appris à reconnaître les signes de la dégradation, des lettres non écrites, des rêves vidés, des journées qui s'effritent. À l'intérieur, je cultivais un espoir minuscule, une graine cachée dans la poche de mes habits qui disait que peut-être, quelque part, il y aurait une main prête à me prendre simplement parce que je le méritais. Si, en écoutant ceci, vous vous sentez concerné ou bouleversé, je vous le répète, les ressources sont dans la description. Abonnez-vous si ce témoignage vous touche. Cela aide à ce que d'autres histoires comme la mienne puissent être entendues et surtout partagées avec les personnes qui peuvent agir. Les premiers alliés ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Parfois, ils sont là, dans un bureau d'école, à attendre d'avoir le courage d'intervenir. Les semaines qui ont suivi la décision involontaire du professeur Augusto ont été un concentré d'attente nerveuse. Quelque chose avait changé. Le filet d'eau sous lequel je passais n'était plus le même. J'observais ma maison, notant les portes, les vents, les coins où l'on peut se cacher. J'essayais d'apprendre qui sonnait, qui regardait, qui venait. Un soir, alors que je revenais d'un marché proche, j'ai vu la directrice discutant avec un homme que je ne connaissais pas, ses mains bougeant avec sérieux, des feuilles serrées contre la poitrine. Il semblait prévoir quelque chose, mais je n'osais demander. Mon cœur battait fort sans cesse. Chaque pas dans la rue me rappelait que je n'étais plus seulement en train de survivre, je commençais à envisager la possibilité d'un changement.
Un jour, à la fin d'un après-midi où le soleil collait aux maisons, la directrice est venue me trouver. Elle m'a demandé si je pouvais rester encore quelques minutes après la classe. Mes jambes se sont allégées et alourdies en même temps. J'ai obéi parce qu'on m'avait appris à obéir pour ne pas compliquer. La directrice m'a parlé doucement, comme si elle pesait chaque mot pour ne pas me rompre. Elle m'a dit qu'il y avait des personnes qui voulaient m'aider, qu'il existait des services, que je n'étais pas seule. J'ai senti une peur nouvelle, celle d'être prise au piège par une vérité que je n'avais pas décidé de livrer. La nuit où tout a finalement commencé à se desserrer, j'ai entendu un pas à la porte. C'était différent des pas habituels. Il venait avec une assurance qui n'était pas de la nôtre. J'ai reconnu la démarche parce qu'on m'en avait parlé en classe. Quand ils viennent, c'est pour t'écouter. Mon cœur est passé par une série de sauts. J'ai cru que j'allais me dissoudre. Il y avait dans ces instants une urgence muette. Tout ce que j'avais accumulé comme honte, comme peur, allait peut-être trouver la voie qui le porterait ailleurs. La main sur la poignée me semblait lourde comme une enclume. Je me suis approchée de la porte et j'ai entendu un coup sec. Quelqu'un a dit, d'une voix douce mais ferme, « Bonjour, je suis Sandra, de l'assistance sociale. » Mon corps a répondu avant mon esprit. Une partie de moi a voulu fuir, et une autre a senti, pour la première fois depuis des années, que les murs pouvaient s'ouvrir. Je me suis trouvée face à une femme qui ne portait pas de jugement dans les yeux, seulement un travail et une volonté de savoir. C'est là que le récit change de tempo, là où la peur commence à se transformer en quelque chose qui ressemble à un pont. Je peux sentir encore, comme si la scène était en attente, le battement de mon cœur comme le tic-tac d'un réveil. Devant la porte, avec Sandra qui expliquait pourquoi elle était venue, avec Augusto qui avait prévenu depuis des semaines, j'ai ressenti la première fissure nette dans l'abîme du silence. C'est ce moment, la porte ouverte, la voix qui questionne sans accuser, qui a fait basculer le récit. Mais je veux garder un souffle, une tension. C'est à la porte, lorsque la réalité a commencé à prendre la forme d'une action concrète, que tout a commencé à changer. La porte s'est ouverte comme une promesse et comme une menace tenue à distance. Sandra s'est présentée avec des papiers, une voix calée pour rassurer, et des mains qui ne tremblaient pas. Elle ne m'a pas regardée comme si j'étais une curiosité. Elle m'a regardée comme si elle savait que, quelque part, la vérité avait besoin de trouver une voie. C'est elle qui a posé la première question autrement. Pas accusatrice, pas pressante, simplement « Est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal ?» J'ai senti mon corps se rétracter, toutes les protections anciennes prêtes à se refermer. Pendant des secondes qui ont paru des heures, je suis restée muette. Puis les mots sont sortis, d'abord des fragments, des échos, puis lentement, une phrase entière. Il m'a touchée. Dire ces 3 mots a été comme briser la croûte d'un fruit trop mûr. Ça a fait couler quelque chose que je cachais depuis longtemps. Sandra n'a pas paru surprise et ce fait seul m'a donné une sorte d'appui. Elle a expliqué calmement comment les adultes allaient procéder, quels seraient les gens impliqués, quel choix j'aurais et que ma sécurité était la priorité. On m'a raconté ce que signifiait un examen médical pour un enfant. Des professionnels formés, une pièce aménagée pour que je ne me sente pas dans un hôpital, des explications sur chaque geste. On m'a demandé à qui je voulais parler d'abord. J'ai dit le nom de mon père en espérant qu'il viendrait, parce qu'au fond, je croyais encore que l'amour paternel pouvait réparer l'irréparable. On m'a promis qu'on parlerait au papa avec soin. Ils n'ont pas forcé ma main. Ils m'ont donné une carte, comme si ma parole était une clé fragile qu'il fallait savoir utiliser. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas fui. Je suis restée à la table avec une tasse de thé que Sandra m'offrait. Et j'ai expliqué les choses en sautillant, comme on saute d'une pierre à l'autre, des dates, des lieux, des sensations, des menaces. Je n'ai pas tout dit d'un coup, je l'ai dit comme on replie un manteau, petit à petit. Elle prenait des notes sans hâte, de façon méticuleuse. À un moment, elle a posé sa main sur mon genou, un geste bref et professionnel, mais qui m'a apporté une chaleur inattendue. Elle m'a dit « Tu n'as rien fait de mal, tu as été brave ». Ces mots, prononcés par une femme qui représentait un appareil administratif mais qui gardait un cœur, ont commencé à déverrouiller une culpabilité endurcie. Le lendemain, l'équipe est arrivée avec des formulaires, une policière aux cheveux coupés courts et une infirmière douce qui m'a souri comme pour me rassurer que tout allait être expliqué. L'examen médical a été réalisé par la docteure Fernanda, qui m'a prise en charge avec une délicatesse que je n'avais jamais connue. Elle a expliqué chaque instrument comme on explique un jouet avant de le confier à un enfant. Ceci ne fait pas mal, je vais te montrer. J'ai pleuré à certains moments, pas de détresse bruyante, mais des larmes épaisses qui tombaient comme des cailloux.
On m'a proposé de rester avec quelqu'un que je connaissais. J'ai demandé que la directrice de l'école vienne. Elle est restée silencieuse dans une chaise à l'autre bout de la pièce. Le processus médical n'a pas été spectaculaire. Il a été précis, professionnel, nécessaire. La docteure a pris des notes, a dessiné des schémas, a consigné des éléments qui, plus tard, seraient utiles pour la procédure judiciaire. On m'a expliqué aussi ce qu'allait faire la police. Une déposition, des auditions, la possibilité d'entendre l'accusé. Tout cela m'a paru à la fois lointain et essentiel. Sandra m'a accompagnée lors de la première déposition. Sa présence était comme un phare qui stabilisait un bateau fragile. La policière qui m'a écoutée était attentive. Elle m'a fait répéter seulement ce qui était nécessaire et a veillé à ce que je n'ai pas à répéter des détails inutiles. Ce travail de réduction de la violence documentaire, éviter de me faire raconter l'acte en détail, m'a protégée d'une nouvelle blessure. Je me suis rendu compte, tout au long du processus, que la justice peut être rigide et lente, mais qu'elle peut aussi être humaine quand les intervenants savent placer le survivant au centre. Les jours qui ont suivi ont été remplis d'entretiens, de réunions et d'une agitation pratique qui m'a semblé à la fois surréelle et salvatrice. La police a entendu des témoins, la directrice a confirmé des absences et la menuiserie du dossier a commencé à se construire. Marcelo a été contacté et empêché d'approcher la maison. Il y a eu une arrestation discrète dans la cour d'une maison voisine, loin des regards curieux de la ville. J'ai appris qu'il avait été emmené par la police à un poste. Je ne suis pas restée pour le voir partir. Je n'en aurais pas été capable. Mais apprendre qu'il ne rentrerait plus dans la maison m'a apporté une première nuit de sommeil sans réveils affolés. Ce n'était pas la fin. Le tribunal n'est pas un pli fermé sur une plaie. C'est une série d'étapes qui demandent du courage, de la patience et de l'assistance constante. J'ai dû raconter encore, à différentes personnes, des fragments de ma vie. Mais chaque fois que l'on remontait à la surface d'un souvenir, il y avait un soin particulier, des psychologues présents, des explications sur le pourquoi de chaque question, une attention à ne pas me révictimiser. C'est une chose à souligner. La procédure judiciaire peut aider à nommer l'injustice, mais elle n'est en elle-même ni guérisseuse, ni tout à fait réparatrice. Elle est un instrument de reconnaissance sociale. Après l'arrestation, on a pris la décision qu'il valait mieux me retirer temporairement de la maison de ma tante. Le placement en refuge n'a pas été une rupture festive, c'était une mesure de protection. Je me souviens de la peur, encore, à l'idée d'arriver dans un nouvel endroit. Mais en franchissant la porte du refuge tenue par Donna Aparecida, j'ai senti un paysage humain différent. Des lits faits, des dîners où personne ne me tolérait d'être honteuse. Des adultes qui me regardaient avec respect et non avec suspicion. J'ai été accueillie par Jessica, qui avait un sourire franc et une façon de préparer le thé comme si elle disait sans mots « Ici, tu n'es pas seule ». Les premières nuits au refuge ont été irrégulières. Je me réveillais souvent, regardant autour de moi comme si j'attendais que quelque chose effiloche la sécurité. Mais il y avait au fond une perception nouvelle, l'existence d'un lieu qui me protégeait de façon stable. Au refuge, nous étions plusieurs enfants qui avaient trouvé un toit dans des situations différentes. On m'a libérée de beaucoup de petites obligations que j'avais apprises chez ma tante. Faire toute la lessive, être invisible. On m'a permis de recommencer à exister comme une enfant. On m'a apporté un cahier d'exercices, des crayons de couleur, un atelier d'art-thérapie. Je me souviens des premières heures où j'ai colorié sans me censurer, laissant mes traits aller où ils voulaient. La psychologue du refuge, la docteure Simone, m'a proposé des séances régulières. C'était la première fois que quelqu'un me parlait d'outils pour nommer les émotions. La peur, la colère, la tristesse, le dégoût et aussi, parfois, des éclats de joie. Simone m'a appris des techniques pour respirer lors des souvenirs intrusifs. Des façons d'orner mes journées de petites occupations qui ne manipulaient pas la mémoire, mais l'appuyaient doucement. La relation avec mon père a été compliquée. Quand la nouvelle lui est parvenue, son visage s'est fissuré en 1000 morceaux de douleur. Il est arrivé comme un homme qui se demande comment reprendre ce qui lui a été arraché. Au début, il ne savait pas comment se comporter. Il avait honte, colère, tristesse, une violence qui n'était pas dirigée vers moi mais vers l'absence de protection qui avait permis les faits. Nous avons traversé une période d'éclat, des paroles hâtives, des silences, puis des longues discussions en tête-à-tête où il me demandait de parler, où il me demandait pardon sans savoir exactement de quoi il avait à se faire pardonner. Il fallait pour lui accepter qu'il ne pouvait effacer le passé, mais il a fait des gestes concrets. Il a suivi des entretiens avec un conseiller familial, il a participé à des rencontres avec les éducateurs et petit à petit, il s'est installé comme une présence solide
respectueuse de mon rythme. La thérapie a été lente, parfois frustrante. Il y a eu des nuits où je me sentais comme un vieux meuble poncé. On retire des couches, mais l'intégrité ne se révèle pas immédiatement. Simone m'a aidé à travailler sur la honte, à la décortiquer pour identifier la part qui n'était pas mienne. Elle m'a guidée pour reconcevoir la frontière entre responsabilité et faute. J'avais été victime d'un abus de pouvoir. Avec elle, j'ai appris à replacer la culpabilité là où elle appartenait, hors de mon cœur. Une des premières choses qu'elle m'a demandé de faire fut d'écrire une lettre à moi-même, à la fillette de 11 ans, en lui disant que rien de tout cela n'était sa faute. Je l'ai lue à haute voix en séance et j'ai pleuré, comme si je me rendais finalement visite. Les années de l'adolescence après le refuge ont été une oscillation entre reconstruction et rechute. J'ai redoublé d'efforts à l'école, non pour effacer le passé, mais pour me construire un futur. Le professeur Augusto est resté à mes côtés, bousculant parfois le rythme de la classe pour me permettre d'avancer. Il m'aida à obtenir une bourse pour des cours du soir, puis un stage dans une bibliothèque municipale. Ces petites places de responsabilité m'ont donné des compétences et surtout une dignité retrouvée. À 20 ans, j'ai commencé à étudier. La psychologie n'était pas seulement une vocation, c'était une façon de donner un sens à la rupture que j'avais subie. Comprendre la mécanique du traumatisme, apprendre des approches de soins, savoir comment protéger les autres, tout cela m'a donné une structure où je pouvais inscrire ma douleur comme matière première d'un travail utile. J'ai travaillé à l'université, j'ai suivi des ateliers sur le Trauma Informed Care, j'ai finalement obtenu un diplôme et plus tard, des formations supplémentaires. Ce parcours n'a pas effacé mes blessures, il m'a donné les outils pour les habiter autrement. Mon engagement professionnel m'a mené vers des institutions qui s'occupaient d'enfants en risque. J'ai travaillé dans un centre d'écoute, animé des groupes de parole, participé à la formation d'enseignants sur la détection des signes de maltraitance. Je ne me suis jamais présentée comme une victime à nu, mais comme une professionnelle qui connaissait à la fois la théorie et la réalité. Dans ces fonctions, j'ai souvent croisé des visages où je retrouvais des fragments de la fillette que j'étais. Des enfants qui souriaient de travers, des adolescents qui dormaient en classe, des parents emmurés par la honte. Ce lien intime entre passé et présent a nourri mon engagement militant. L'une des décisions les plus lourdes a concerné ma vie affective. J'ai rencontré Miguel à 29 ans, lors d'un atelier. Il était attentif, patient et n'a jamais cherché à combler des manques comme s'il était un réparateur. Notre relation a grandi sur la base d'une confiance lente. J'ai mis longtemps à accepter qu'un autre adulte puisse m'aimer sans condition ni attente. Nous nous sommes mariés après plusieurs années, et ce mariage fut un espace où j'ai pu expérimenter l'intimité sans peur. J'ai aussi fait le choix, discuté et assumé avec Miguel, de ne pas avoir d'enfant. Ce choix m'appartient et n'est pas une preuve de résignation. C'est une décision prise en conscience de mes limites, de mon histoire et d'un désir de canaliser mes forces vers un engagement professionnel et social. Je le dis parce que, dans beaucoup de récits publics, la maternité est considérée comme une guérison inconditionnelle. Ce n'est pas toujours le cas. La reconstruction peut prendre des formes variées. Avec les années, j'ai participé à la création d'un petit centre communautaire, une ONG locale qui visait à offrir un refuge, un accompagnement psychologique et une formation pour les familles. Nous avons monté des ateliers pour enseignants, des modules d'écoute active, des programmes de prévention destinés aux enfants. J'ai coécrit quelques brochures sur la manière d'aborder la parole d'un enfant, sur les procédures à suivre quand une suspicion surgit, et j'ai donné des conférences permettant de sensibiliser la population aux signes d'alerte. Ces actions n'ont pas été de grandes révolutions, mais elles ont fait bouger, à l'échelle d'une ville, des façons d'agir et de protéger. J'ai aussi travaillé directement auprès des tribunaux, en tant qu'experte conseillant sur des prises en charge traumatiques. Voir la machine judiciaire, parfois lente, parfois bornée, ne m'a pas découragée. Au contraire, cela m'a motivée à agir pour humaniser les procédures. J'ai milité pour que les auditions de mineurs se fassent dans des salles adaptées avec des psychologues présents et pour que l'enfant ne soit pas exposé à des reconstitutions inutiles. Ces petites batailles administratives ont demandé de la ténacité, mais elles ont changé des protocoles. Il y a eu des moments de rechute émotionnelle. Un anniversaire, une odeur. Une chanson entendue par hasard pouvait réveiller une anxiété ancienne. J'ai appris à reconnaître ces signaux comme des invitations aux soins et non comme des preuves d'échec. La thérapie a continué, parfois espacée, parfois plus fréquente selon les vagues. J'ai adopté des rituels,
Écrire chaque matin, marcher dans la nature, participer à des groupes de soutien. Ces pratiques m'ont aidé à tenir le cap. L'un des tournants professionnels les plus marquants fut la publication d'un petit livre de témoignages et d'outils pédagogiques destinés aux écoles. Nous y partagions des phrases protectrices à utiliser avec un enfant, des checklists simples pour repérer des changements de comportement et des recommandations pour alerter les services compétents. Le but n'était pas de stigmatiser, mais de donner des moyens concrets aux adultes. Le livre a circulé dans plusieurs municipalités et m'a apporté la possibilité d'élargir l'impact de mon travail. Avec le temps, j'ai appris à renouer avec des plaisirs que j'avais mis de côté. La couture, un héritage de ma mère, qui m'est revenu comme une sorte de langage paisible. Je reprenais la machine à pédales, mais cette fois pour moi, pour créer des objets que j'offrais parfois au refuge. Ces gestes simples m'ont réinsufflé une relation à la matière qui n'était pas liée à la peur. Je veux parler ici d'un aspect important, la solidarité des autres. Sans Augusto, sans Sandra, sans la docteure Fernanda, sans Donna Aparecida, sans Jessica, mon chemin aurait été autrement plus ardu. Le réseau a été déterminant. C'est pour cela que je raconte. Ce n'est pas uniquement une histoire individuelle. Les structures, les personnes, les micro-gestes de gentillesse, les institutions qui agissent, tout cela compte. La violence prospère dans l'ombre du silence. L'antidote, souvent, est fait de petites mains qui tendent la leur. Au fil des années, j'ai aussi appris l'importance de transmettre des compétences aux professionnels qui croisent la vie des enfants. Enseignants, agents de santé, policiers. Beaucoup ne savent pas quoi faire face à une confidence enfantine. Ils peuvent se sentir paralysés par la peur d'une erreur. Former les adultes, c'est leur donner la permission d'agir. J'ai animé des ateliers où nous répétions des gestes simples, écouter sans juger, prendre des notes factuelles, contacter les services spécialisés. Ces formations ont changé la posture d'enseignants et d'infirmiers qui ensuite ont permis à d'autres enfants d'être protégés. Je ne veux pas laisser l'impression d'un parcours linéaire, car il ne l'a jamais été. Il y a eu des étapes où j'ai douté de la valeur de ce que je faisais. J'ai connu la fatigue, le risque de me définir uniquement par mon histoire, la menace de me sentir prisonnière d'un rôle de survivante. C'est pourquoi j'ai parfois pris du recul pour me retrouver en dehors de l'histoire. Le soin que je me porte n'est pas une indulgence, c'est une condition de mon engagement. Aujourd'hui, quand je repense à ces années, je vois une suite de bifurcations. Chacune d'elles n'a pas été automatique. Elles ont été le produit d'un bras tendu, d'un mot bien placé, d'un choix professionnel. Parler a été la première bifurcation. Rompre le silence a ouvert des portes qui, jusque-là, semblaient scellées. Mais la parole seule n'aurait rien changé sans des actions concrètes derrière elle. Une procédure, un refuge, une thérapie. Le titre de cette vidéo, que j'ai appris à manier avec prudence, disait d'abord une chose, j'ai accepté, et il était déjà à l'intérieur de moi. Ces mots, lus sans nuance, peuvent surprendre ou choquer. Pour moi, ils racontent deux réalités simultanées. J'avais accepté l'hospitalité de ma tante, et à l'intérieur de cette maison, un prédateur avait trouvé un espace pour s'installer. Mais il y a une suite. Ce que j'ai accepté ensuite, ce n'était pas la honte, mais la main qui m'a été tendue par Sandra, par Augusto, par mon père. J'ai accepté de recevoir de l'aide. Et c'est cette acceptation qui a commencé à changer ma vie, bien plus que n'importe quel autre élément. Je sais que nombreux sont ceux qui, en entendant mon récit, se reconnaîtront dans des fragments. Peut-être que certains resteront incrédules, d'autres se sentiront appelés à agir. Si vous êtes parents, enseignants, voisins, sachez que vos gestes comptent. Si vous êtes survivant, je veux vous dire clairement, ce n'est pas ta faute. Ta parole mérite d'être entendue. Chercher de l'aide est un acte de courage. La récupération n'est pas synonyme d'oubli. C'est une transformation où le sens que l'on donne à la souffrance peut devenir une ressource pour soi et pour les autres. Avant de conclure, je veux vous donner quelques repères pratiques que j'ai appris au fil des ans. Des gestes simples, factuels, qui peuvent aider quelqu'un aujourd'hui. Si un enfant vous confie une violence, écoutez sans accuser. Notez les propos de façon factuelle. Contactez les services sociaux ou la police spécialisée. Gardez la confidentialité et orientez vers un accompagnement médical et psychologique adapté. Ne promettez pas d'effacer la douleur, mais promettez de l'action. Ces petites chaînes d'actions répétées font la différence. Je ne prétends pas que ma vie est devenue parfaite. Il y a des blessures qui restent, des cicatrices qui se rappellent au jour anniversaire. Mais il y a aussi une force qui s'est construite, non pas malgré ce qui m'est arrivé, mais en partie à travers la façon dont j'ai répondu.
Ce que j'ai tenté de faire toute ma vie professionnelle, c'est d'empêcher que d'autres enfants vivent ce que j'ai vécu et d'aider ceux qui le vivent à trouver des itinéraires de soins humains et respectueux. Si ce témoignage vous a touché, si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, partagez-le. Sensibiliser, c'est rendre possible une action. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez des liens vers des associations, des numéros d'aide et des ressources pour les personnes concernées. Si vous êtes dans une situation d'urgence, contactez les services compétents de votre pays. Vous n'êtes pas seul puant. Pour conclure, je voudrais revenir à la fillette que j'étais et lui adresser une parole qu'elle n'a pas toujours entendue. Tu as été brave au-delà de ce que tu penses. Tu as survécu. Et aujourd'hui, ta voix contribue à un monde où moins d'enfants resteront dans l'ombre. Merci à ceux qui ont frappé à la porte ce soir-là. Merci aux professionnels qui ont su poser des gestes justes. Merci à mon père d'avoir choisi de rester. Si mon histoire peut servir de pont pour que d'autres trouvent le courage de parler et que d'autres adultes osent intervenir, alors ce long chemin aura eu un sens. Partagez cette vidéo pour que la parole circule et que le silence perde du terrain. Les numéros d'aide et les associations sont en description. Si vous avez besoin d'un appui, allez-y. Vous méritez de trouver de l'aide, de la sécurité et surtout, la possibilité de construire votre propre avenir.